C'est Midi reçoit aujourd'hui une femme qui a su s'investir corps et âme pour la réalisation d'un projet qu'elle a tant désiré. Kofi Sophie Nyakadja est une femme mariée, sans enfant, née le 20 juillet 1973 à Cotonou. Benjamine d'une famille de 20 enfants, elle eut un parcours scolaire normal. Avec le niveau terminal, en 1999, elle réussit à obtenir avec brio le brevet de technicien en hôtellerie option cuisine. Elle entreprend plusieurs business avant de se consacrer totalement à la restauration. Madame Kofi est depuis 10 ans propriétaire d'un grand restaurant à Abidjan qui emploie une vingtaine de personnes et aussi forme les élèves des écoles hôtelières. Malheureusement, d'ici demain, 15 janvier, elle pourrait tout perdre. Abattue, elle est sur le plateau de C'est Midi. Retrouvons-la en compagnie de Jean-Michel Auna. Madame Kofi Sophie, bonjour et bienvenue sur le plateau de C'est Midi. Bonjour, monsieur. Comment allez-vous, moralement, bien. Psychologiquement? Ça va. Et physiquement aussi? Nickel. En bonne forme, c'est beaucoup mieux que notre chère amie Cassandra avec sa petite couche de sparadrap. Alors, nous allons tout de suite recevoir, après avoir échangé quelques salutations avec vous, notre cher humoriste, Dr Philo. Il a toujours un avis sur toutes les histoires, on ne sait pas comment il fait, mais il ne manque pas d'inspiration. Et Philo, c'est juste après ça. Le thème du jour, selon Dr Philo. Non, mais ça va. Non, c'est bon. C'est bon, je ne suis pas du tout content ce matin, c'est bon. Mais pourquoi Non, mais ça ne va pas. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis M. Axel Rodriguezon. Je suis opérateur économique dans ce pays pendant 10 ans. Et à un moment donné, quand l'État de Côte d'Ivoire avait des difficultés, c'est moi qui ai payé les fonctions de ce pays. Oula. Alors, regardez que ce soir, ça là-bas. Je ne suis pas content. Et je construis des immeubles à Abidjan, on veut démolir ces immeubles. Qui veut vous démolir l'État. J'ai tellement porté ce pays dans mon cœur que la cravate même aux couleurs du pays. Regardez comment je suis devenu. Je me flotte. Non mais attends. Mais ça passe. Mais je gagne. Non. Apparemment, le costume n'est pas aux couleurs du pays. Non, c'est pas costume aux couleurs. Au fait, ça là même, c'est parce que j'ai des problèmes. En 2 jours seulement, comme annoncé la nouvelle, regarde comment j'ai fondu. Sinon, moi, ça me rentrait pas. Ça me rentrait pas. Mais et j'ai même tous les documents afférents ici. J'ai même, vous voyez, j'ai la topographie même de mes terrains. Monsieur Jean-Michel, vous pouvez vérifier avec moi. Hein? J'ai toutes les cupidités tenacières qui pourraient adhérer au sens illégal de ma position. Je ne suis pas sûr de comprendre ce que vous dites encore moins vos documents. C'est pas votre domaine, mais alors, c'est pas votre domaine. Mais ça vous dit que, madame, je suis dans la même situation que vous, hein, car votre thème, après avoir investi pendant 10 ans dans un business, je risque de tout perdre en 24 heures. Moi, j'ai construit 10 immeubles, vous avez investi pendant 10 ans. Et moi, j'ai payé les fonds de ce pays pendant 10 ans. Donc, c'est même 10 là. Mais ce que je veux vous dire, madame, moi, je suis dans la même situation. Donc, je veux partager mon expérience avec vous. Si vous avez déjà la vie, vous êtes déjà en vie, c'est l'essentiel. Même s'ils veulent, ils n'ont qu'à tout prendre, Il y a des gens qui sont sur les lits d'hôpitaux là-bas. Hein. Eux, ils ne pensent même pas avoir 100 francs, mais eux, ils veulent seulement être en vie, venir se frotter aux uns aux autres. C'est quand tu as bonne santé, tu penses à l'argent. Madame, non, c'est clair, il faut qu'on se dise la vérité. C'est quand tu as bonne santé que tu penses à l'argent. Le matériel, c'est l'homme. Tant que tu as envie, tu peux réaliser tes projets à n'importe quel moment. Mais en même temps, vous dites, c'est vrai, je peux vous dire. C'est Jean-Michel. Oui, mon cher en même temps que vous êtes en train de vous dire que dans 24 heures, vous pouvez tout perdre, dites-vous en même temps que dans 24 heures, vous pouvez tout récupérer. Parce que tout peut arriver à tout moment. C'est pourquoi les matchs de football, c'est important. Regardez penalty par exemple. Quand tu gagnes la penalty, tu es content parce que tout peut basculer d'un moment à l'autre. Au bout du suspense. Drogba disait quand il marque à la dernière minute. Le DD 11. Et vous pouvez remporter ça. Et c'est ce que je veux dire. Et en même temps, profitez pour dire. Si c'est une histoire de déguerpissement ou autre, de contrat et autre, je ne sais pas si c'est le cas, parce que moi, c'est le cas qui m'arrive. Prenez le temps de bien lire les contrats. C'est un conseil que je donne. Nos parents, généralement, quand ils arrivent, souvent, les gens, bon, ils jouent avec la naïveté. On leur donne des documents. Bon, après, tout le tombe sur eux. Bien sûr. Donc, c'est le conseil que je viens de vous donner. Madame, gardez espoir. D'un moment à l'autre, vous pouvez récupérer vos biens. C'est ce que je voulais vous dire. Merci beaucoup, si vous voulez, je reste pas sur le plateau avec vous parce que Après les conseils avisés et inspirés par l'expérience, enfin la pseudo-expérience de Dr Philo, oui. Quelle serait votre réaction, vous, si vous étiez sur le point de tout perdre après plusieurs années d'investissement? Nous avons chargé Chris Paterna-Sémian de vous adresser la question.
Chris Paterne à Sémian. C'est votre opinion. Et salut Jean-Michel, je suis très heureux de vous retrouver. Entreprendre, c'est prendre une multitude de risques, mais c'est aussi miser une partie de ses épargnes sur un projet qui nous tient à cœur. Et quelle serait votre réaction si vous étiez sur le point de tout perdre après plusieurs années d'investissement? Votre opinion nous intéresse. Une déception d'abord. Ensuite, s'asseoir, analyser les insuffisances qui ont fait que le business n'a pas marché. Parce que il me paraît quand même assez important de regarder soi-même ces insuffisances et regarder un peu l'environnement des affaires et ensuite tirer les leçons. C'est clair que c'est pour tomber dans un stress pas possible. Je vais me redonner des forces, frapper à toutes les portes, comme on le dit. On n'a pas trop la culture de l'entrepreneuriat, de toutes ces choses-là. Donc, on se lance dedans et après, tout dégringole. Voilà. Il faut faire une bonne formation, à mon avis. Moi, j'ai mon restaurant. Et ça fait 3 ans, 4 ans. Ce que j'attendais, ce n'est pas ça. Mais je tiens toujours à voir plus. Donc, comme c'est une question de passion et puis je tiens à ça, je continue. Dans tous les métiers, il y a des risques, mais il faut risquer pour avoir gros. Pour quelqu'un, ça dépend de votre revenu. S'il se trouve qu'après vous n'avez plus de revenus, je pense que c'est la catastrophe. Mais si ça trouve que vous avez d'autres revenus, il faut se dire que la vie n'est pas facile. Il faut encore réinvestir et tout voir. Et peut-être que vous avez pris une mauvaise tournure et que en retraînant, cela peut vous permettre d'arriver à bon port. Travailler à son propre compte aujourd'hui est la carrière idéale, mais les défis à relever sont nombreux. À vous le studio. Merci beaucoup, très cher Chris Paterne à Sémian. Bonjour et encore une nouvelle fois, bienvenue. Merci. Cher invité, témoin, Kofi, Sophie, vous êtes mariés, sans enfants. Vous êtes issu d'une famille nombreuse et modeste, brevetée en hôtellerie depuis 1999. Vous avez dû charbonner, tâtonner, prendre de nombreux petits boulots allant de la fabrication de pousse-pousse, que nous appelons ici à Abidjan Wotro, jusqu'à la gestion de cabines téléphoniques en passant par le lavage de voitures. Un système D qui a duré 10 ans jusqu'à la création, enfin, de votre restaurant en 2010, grâce à vos économies. Alors après 10 ans d'exploitation, vous vous retrouvez aujourd'hui sommé de déguerpir, tout en signalant que vous employez 10 personnes dans ce restaurant. C'est cette situation, mais surtout toute cette histoire également d'efforts, de sacrifices et de réussite avec tout ce qui ça implique comme difficulté et succès que vous venez partager avec nous sur le plateau de C'est Midi. Nous avons consulté vos bulletins de première, deuxième et troisième année au lycée hôtelier d'Abidjan. C'est que de bons résultats. 97, 98 et 99, toujours parmi les 5 premiers. Déjà, félicitations. Alors, comment a germé cette passion pour l'hôtellerie? C'est parce que, naturellement, je suis hospitalière. J'aime servir les gens, j'aime m'occuper de la cuisine. Et du coup, j'ai trouvé bon d'aller dans une école hôtelière pour ne pas faire ce don en moi. C'est un choix que vous avez fait seul ou sous conseil? Sous conseil de mon oncle. De votre oncle? Oui. Et comment il a remarqué? Il a vu qu'à la maison, je m'occupe de servir tout le monde avant de m'asseoir pour manger. Il dit, mais toi, tu dois faire l'hôtellerie. Et j'ai dit, c'est génial. Et c'est comme ça que j'ai pu intégrer le lycée hôtelier en 99. Pour entrer au lycée hôtelier, il faut forcément un concours parce qu'on était au nombre de 30 élèves. C'est une école canadienne, on ne compte pas beaucoup de monde. Et j'étais parmi les meilleurs élèves et j'ai pu intégrer cette école. Disons que c'est une histoire qui commence bien aujourd'hui. Alors, vos parents étaient d'accord aussi avec ce choix, cette orientation? Oui, ils étaient d'accord. Parce que j'aimais ça et ils veulent vraiment que je puisse réussir ce que j'aime bien faire. En sortant de l'école, quelle ambition aviez-vous? Alors, je vais d'abord dire quand j'étais à l'école, mon papa me donnait 10 000 pour aller à l'école. Je dois payer ma carte de bus. Quand vous dites 10 000, est-ce que c'était c'était mon façon argent journalière de poche ou hebdomadaire ou mensuel? par mois. 10 000 francs par mois? Oui. D'accord. Et avec les 10 000,
je dois payer ma carte de bus. En 96, c'était beaucoup ou pas assez? La carte de bus s'étend déjà à 3 000. Tu as 7 000, tu dois, si tu loupes le bus, tu dois y aller quand même. De 7 000, c'est trop petit pour y arriver. Et donc, mais il faisait ce qu'il pouvait parce que votre famille était nombreuse. Hein. Oui, c'était une famille nombreuse et puis, bon, lui, il voulait forcément qu'on réussisse et il trouve qu'il ne faut pas trop donner de moyens dès le début. Donc, il faut travailler dur. Et du coup, moi, j'ai vu qu'il fallait faire quelque chose pour accompagner ce que lui faisait déjà. Et donc, ainsi, quand j'étais au lycée hôtelier, j'ai compris qu'il fallait, parce que j'avais vu des Aoussa qui étaient chez nous à Brama-Côté, qui ont vu qu'il était... Sophie, tu peux me donner 5 000 francs? J'ai dit, mais toi, tu es Aoussa. Les Aoussa, ils poussent. Et moi, je ne peux pas te donner 5 000. Je peux te faire un autre trou, tu vas travailler et puis tu vas en gagner, moi aussi. Il a dit, ah bon, vous pouvez me faire autre trou? Oui. Donc là, je suis allée à Bobo et j'ai fabriqué mon premier outro en allant chercher les sueurs. J'ai cherché un menuisier, ils m'ont fait la cabane et après, je suis allée à la mairie pour m'enregistrer. Et quand j'étais à la mairie, M. Bayoro, il est à la mairie, il m'a dit, mais qu'est-ce que tu fais comme ça? Une femme à la mairie d'Adjamé. D'accord, ok. Il dit, mais vous allez pousser au trou? J'ai dit, non, je vais fabriquer au trou et puis les Aoussa vont pousser. Parce que j'étais allée au marché, j'ai vu que pour des petites affaires, les Aoussa demandent 2000, ils demandent beaucoup. Donc j'ai fabriqué mon premier outro et j'ai commencé par gagner 500 par outro. Ah, et super. Après, j'en ai fait 10. Comme quoi, bien qu'étant élève ou étudiant, on peut déjà, à partir de petites idées, se faire de l'argent pour augmenter son argent de poche. Oui. C'est ça, en fait, que cette expérience nous enseigne. Oui. Bah, c'est bien. Ma question, tout de même, est-ce qu'en sortant de l'école, vous aviez un rêve précis après votre diplôme? Oui. Comment vous vous projetiez? Vous vouliez devenir quoi? Je savais que si je sortais de l'école, j'allais construire un hôtel, Sophie Hôtel d'Abidjan. Ah, mais ça prend du temps pour construire un hôtel, ce sont des millions. Oui, il faut y croire. Vous avez un grand rêve? Oui, il faut rêver gros pour avoir un peu. Donc, moi, je rêve un peu. Vous l'avez dit, rêver grand pour avoir un peu. Et ça a commencé par un peu, parce que vous n'aviez pas assez. C'était votre première activité, cette construction, fabrication de pousse-pousse. Pousse-pousse, oui. Et ça a duré combien de temps? Donc, combien de temps? Ça a duré toute l'école, les 3 ans. Pendant 3 ans. J'avais les outros qui m'apportaient 5 000 par jour. Du coup, même si le bus n'est pas à jour, moi, je peux prendre le taxi pour aller à l'école. Oh là là, votre train de vie a changé en l'espace de quelques mois ou semaines. Oui, mais je ne faisais pas sentir ça aussi. Et les parents ne savaient pas du tout? Non, je ne faisais pas sentir. Vous ne le faisiez pas sentir à l'école? Non, à l'école, non. Je travaillais encore pour apprendre davantage. Je partais à la Cité Rouge pour préparer avec les étudiants. Chaque semaine, on faisait des productions pour les mariages. J'apprenais en même temps, je gagnais aussi quelque chose. Vous savez, c'est un bel exemple pour une étudiante, franchement. Vous n'avez pas fait que ça. Vous avez aussi lavé des voitures. Oui, parce que juste devant le lycée hôtelier, actuellement, il y a l'ambassade des États-Unis. Il y avait un lavage qui était là et il y a un Burkinabé qui gérait. Et tout le temps, il y avait un débordement de voitures. J'ai dit à Blaye, tu ne veux pas que j'élargisse un peu ton lavage comme ça? On va partager le revenu. Il m'a dit non. Il m'avait dit oui. Quand j'ai cotisé 600 000, je suis venue le voir pour lui dire, j'ai eu 600 000, on va élargir. Il m'a dit non, c'est plus possible. J'ai dit, mais j'ai déjà cotisé l'argent. Il me dit non, je vais te montrer quelque part, à la Ribera. Et c'est un tas d'ordures que Ablaye m'a montré. J'ai dit, mais ça c'est un tas d'ordures. Qu'est-ce que je vais en faire? Il m'a dit non, Sophie, tu peux transformer. J'ai dit, ah bon? Mais il n'avait pas tort? Il n'avait pas tort. Donc j'ai pris le tas d'ordures, j'ai pris toutes ces photos. Quand vous dites le tas d'ordures, vous voulez dire le site sur lequel se trouvait... C'était un tas d'ordures à la Ribera 2, à côté de la mosquée de la Ribera 2. La petite mosquée, à côté juste, il y a la pharmacie Belle On va pas donner de nom, attention. Non, non, on donne... Ok, excusez-moi. Je vous en prie, donc, ça peut arriver. c'était un tas d'ordures et j'ai transformé ce tas d'ordures en lavage de voiture. Et donc, des moments, je vais laver
les voitures, après les cours. C'est-à-dire que vous embauchiez des jeunes pour laver les voitures, ou vous étiez impliqué vous-même dans l'activité de lavage? Oui, je lavais, les jeunes lavaient aussi, parce que j'ai recruté des jeunes. Et ça vous ramenait en moyenne combien par jour? Bon, au début, il n'y avait pas assez de lavage. Pas assez de clients? Il n'y avait pas assez de lavage. Le lavage venait de naître. Donc on lavait manuellement. On pouvait avoir 50 000, 27 000. Et du coup, j'ai vu que je pouvais avoir de l'argent si j'avais 10 lavages. Donc je n'ai jamais fait de demande d'emploi. J'ai commencé par cotiser pour dire, bon, qu'est-ce que je vais faire? J'avais envie d'aller au Canada pour continuer mes études. Et je faisais ça. Et puis après, quand je m'inscrivais pour aller au Canada, on m'a dit, j'ai loupé ma session d'hiver. Il faut attendre la session d'été. Et en attendant que ma session d'été n'arrive, j'ai dit, qu'est-ce que je vais faire? Je cherchais un site, un cyber où je pouvais appeler et m'inscrire à l'Université de Montréal. Et j'ai constaté que là-bas, il y avait beaucoup de monde. Et puis, il n'y avait pas beaucoup de cyber. On ne pouvait pas s'inscrire facilement. Il faut faire la queue pour appeler. Ça coûtait cher, 2000 ou 1000 francs. J'ai dit non, je peux faire aussi des cyber. En fait, votre stratégie, elle est simple. C'est-à-dire que quand vous réalisez qu'il y a un besoin quelque part, vous transformez le besoin en affaires que vous proposez au marché, et ça vous permet de gagner encore plus d'argent et de hisser vos rêves encore plus haut. Je pense que tous les étudiants, tous les élèves qui regardent cette émission devraient s'en servir. C'est une très très belle inspiration, Madame Kofi Sophie. Pendant 10 ans, vous êtes passé d'une activité rémunératrice à une autre. Durant toutes ces années-là, où viviez-vous? J'étais à Djamé, à Bramacoté. En famille? Oui. Toujours en famille, malgré le fait que vous gagnez toutes ces sommes d'argent? Après, je suis partie. À quel moment quittez-vous la maison? Quand j'ai fait le cyber, j'avais des cyber, des téléphonies. Des centres d'appel? Il y en avait beaucoup, des centres d'appel. Et j'ai vu que j'avais commencé par avoir de l'argent. Je suis allée louer une maison au Maroc. Et les parents étaient d'accord que vous quittiez la maison? Oui, parce que quand je finis de travailler, le temps de rentrer, il était tard. Donc je me suis rapprochée de mes affaires. Donc je me suis installée au Maroc. D'accord. Oui, une question de Cassandra. C'est pas une question, je voulais juste vous dire que c'est un exemple et un bel exemple d'humilité. Parce que c'est pas donné à tout le monde d'aller laver les voitures, aller essayer. Vous avez fait toutes sortes de boulots, pouvoir vous en sortir, et c'est un très bel exemple d'humilité. Je vais juste vous dire ça en fait. Merci. Voilà, merci. C'est super. Merci Cassandra. Et toujours dans la quête de vos rêves, dans la poursuite de vos ambitions, vous êtes retrouvée de 2013 à 2015 en France pour un renforcement ou une formation en hôtellerie. Comment avez-vous obtenu cette opportunité? J'ai vu que il faut approfondir ses connaissances, toujours pour servir, pour réussir au pays. Quoique vous n'aviez pas encore eu un boulot ou une position dans le domaine pour lequel vous aviez étudié? Non, je n'avais pas de boulot parce que le boulot de l'hôtellerie est très difficile. Logiquement, la cuisine, ce n'est pas pour les femmes. Parce qu'il faut soulever les débaillus, il faut casser des os, c'est pour les hommes. Mais moi, j'ai choisi la cuisine et donc il faut... Vous avez fait un brevet? Un brevet, oui. Il faut d'hôtellerie en option cuisine. Cuisine. Donc, il faut évoluer. C'est quoi la particularité quand on fait une option cuisine? Option Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Vous allez faire la cuisine, vous allez faire le froid, le chaud, toute la brigade de la cuisine. Alors qu'il y a le BT qui fait la salle, il y a l'employé d'hôtel qui fait le lit, il y a aussi la réception. Donc il y a plusieurs rubriques, plusieurs disciplines, plusieurs filières dans l'hôtellerie. D'accord. Vous savez qu'il y a de nombreux jeunes qui, après leur formation en Côte d'Ivoire, rêvent de poursuivre à l'étranger. Racontez-nous pour votre cas, comment vous avez réussi, vous qui rêviez aussi d'aller au Canada, finalement à vous retrouver en 2013 en France. Oui, je ne suis pas allée au Canada parce que pour aller au Canada, il fallait réunir beaucoup d'argent. Il fallait aussi avoir un parent qui... Ce qu'ils appellent sponsor. Sponsor, qui va vous avaliser. J'ai fait toute la démarche, mais à la fin... Mais sans succès. J'ai pas pu. Alors, comment elle est venue finalement l'opportunité de la France? Comme j'ai eu les moyens, je suis allée à l'ambassade pour demander un visa normal. À l'ambassade de France? À l'ambassade de France. Ils ne m'ont pas donné de visa. Mais c'est à l'ambassade d'Espagne que j'ai eu mon premier visa. Parce qu'ils étaient venus
Ils ont vu que j'étais en train de bien travailler. Je suis voisine de là-bas, j'ai voisine à l'ambassade de l'Espagne. Ils ont leur domicile à côté. Donc c'est là ils m'ont vu, ils ont dit mais c'est notre voisine, oui, bon, on va lui donner une chance. Et c'est de l'Espagne que je suis allée en France pour la première fois. Grâce au visa Schengen. Grâce au visa Schengen. Bravo, c'est super. Alors, petite question avant d'aborder un point assez lourd de votre parcours. En quoi est-ce que ces connaissances acquises en France ont-elles eu un impact sur la qualité du service? Parce qu'entre-temps, vous aviez ouvert un restaurant à Abidjan. Est-ce que ce savoir acquis là-bas a impacté votre qualité de service à Abidjan, voire même votre chiffre d'affaires? Oui, en France, j'ai appris la nouvelle technologie de la cuisine, où on respecte beaucoup la marche en avant, la chaîne de froid, beaucoup d'hygiène, la nouvelle technologie, puisque tous les jours, ils inventent des accessoires, des couteaux, des ustensiles. Donc j'ai appris à m'améliorer en cuisine, à innover et à rêver sur comment développer l'hôtellerie ici chez moi, en Côte d'Ivoire. Du coup, vous avez revu votre business plan et ça vous a permis de faire beaucoup mieux qu'avant. Je ne suis pas restée là-bas. Je suis revenue après mon temps là-bas. Je suis revenue pour continuer à servir ici. notre pays, faire des affaires en Côte d'Ivoire. Ok. Vous avez, pour le rappel, ouvert un restaurant qui a fonctionné jusqu'à... On en est à vous en êtes à votre 10e année maintenant de fonctionnement de ce restaurant. Et l'actualité sombre que vous traversez en ce moment, c'est que le bailleur, celui qui vous a accordé le terrain pour y exploiter votre restaurant, vous a sommé depuis quelle date déjà? Je pense avoir le document peut-être quelque part ici, ou sinon peut-être pas. Alors il vous a sommé depuis quelle date déjà de déguerpir, de quitter les lieux? Le 30 septembre. Depuis le 30 septembre. Oui. Alors de façon très rapide, expliquez-nous la situation. Bon, j'ai tout ce parcours de 10 ans après l'école. J'ai mis tout dans le restaurant. Vous avez fait des économies et vous avez investi toutes vos économies dans l'ouverture d'un restaurant. Oui, parce que le restaurant était fermé. C'était un restaurant où le président recevait ses hôtes, président Chirac, tous les autres présidents africains. C'est un lieu de haut niveau. Dans quelle commune Pardon? Dans quelle commune? À Trècheville. À Trècheville, à Trècheville, sur le VG, en face de Kakomiaf. Il y a un grand restaurant qu'on appelle le restaurant. On va éviter les mentions de marque, s'il vous plaît. Okay, on ne marque pas. Alors, donc, ce restaurant, moi, j'ai vu que c'était fermé. À l'époque, ça s'appelait Soukala. Ah, pardon, excusez-moi. Bon, j'ai repris. J'ai dit, bon, il faut y mettre du sérieux. Il faut faire que ça soit un très bon restaurant. Donc, je me suis mise en 2010 à travailler là-dessus. Vous avez, en gros, vous avez investi combien de francs CFA dans ce restaurant? C'est ça qui m'intéresse. Ben, c'est beaucoup. Combien? C'est beaucoup plus que l'immeuble que vous avez fait à mon endroit. Moi, je ne connais pas le restaurant. Hein. Moi, je ne connais même pas ce que vous... Ça peut dépasser 100 millions. Oui, s'il vous plaît. Le matériel de l'hôtellerie, s'il vous plaît, ça coûte énormément cher. Ouais. En 2015, j'étais en France. Quand j'ai vu qu'il y avait, puisque là-bas, les gens ferment toujours. Et ces 100 millions, c'est le fruit de vos économies toutes seules? Non, ou bien vous avez été appuyé par votre mari parce que non, j'ai pas eu d'aide, j'ai pas eu de crédit d'une banque. Je n'étais pas mariée. Aucune aide d'un fonds d'investissement? Pas rien du tout. Mais j'ai pris des crédits. D'accord. Beaucoup de crédits. Okay. Que je n'ai pas pu épurer encore jusqu'à aujourd'hui. Malgré les 10 ans d'exploitation? Oui. Le matériel, les pianos chez nous, on appelle, où on fait la cuisine, ce que les gens appellent les gazinières. Chez nous, on les appelle le piano, parce que c'est des gabarits, c'est des choses sophistiquées. Et il faut la rendre, il faut le construire et rester dans les normes, puisque tu ne peux pas faire la France et venir faire un restaurant. En tout cas. De façon, il faut faire quelque chose de haut de gamme, pour que ça puisse justifier donner un bon résultat. le niveau de la formation. Oui. D'accord. Alors, cette situation financière ainsi exposée, nous arrivons à l'étape du déguerpissement, parce que vous avez eu l'autorisation de votre bailleur d'utiliser les lieux.
de l'exploiter pendant 10 ans maintenant. Alors, pourquoi on en est arrivé à cette situation? Pourquoi le bailleur veut que vous quittiez les lieux en 24 heures d'ailleurs, comme le stipule le thème? Bon, le bailleur veut construire son église. On ne peut pas l'empêcher. Eh, pardon. Je ne peux que plaider sur la bonne foi du bailleur. Si je suis une enfant de quelqu'un, je suis la sœur de quelqu'un, je suis quelqu'un qui a fait un parcours. Le bailleur devait voir un peu ces gens que j'emploie, ces élèves, vous employez 10 personnes? Une vingtaine de personnes, et surtout quand on fait des situations comme le Sahara, quand on fait les événements, je pèse jusqu'à 50 personnes. J'emploie du monde. Je forme les élèves du lycée hôtelier, les élèves de Mohamed VI. Je forme. Je fais du social. Vous êtes définitivement un acteur économique. Je travaille, mais je ne pense pas d'abord à moi. Je pense aux autres. Parce que vous pouvez être là, la facture de CIE peut venir 1 million. Ça peut venir 1,5 million. D'accord. Il faut payer les charges, on ne fait que ça. D'accord, mais vous n'êtes pas la seule à avoir été déguerpie. Je pense qu'il y a sur le site, il y a bien d'autres... Oui, j'étais aux États-Unis, je suis arrivée il y a 1 mois, quand j'ai vu que tout le monde est parti. Et je me suis vous êtes la seule à rester en ce moment? Oui, pour l'instant. Et là, je suis sommée de partir. D'accord. Ici, demain. Ok. Alors, vous avez dû signer un contrat avec le bailleur, un contrat qui est en notre possession en ce moment. Voilà. Et il y est fait mention dans le contrat, dans l'article 3, durée et renouvellement, il est mis le présent bail est consenti et accepté pour une durée d'1 an du 1er, ça c'est le début du contrat, 1er janvier 2010 au 31 décembre 2010. Par la suite, le bail sera renouvelable au bout de la période d'1 année après accord des 2 parties. Bon, je fais l'économie de tout le texte à la suite, mais il y a une phrase qui nous a vraiment interpellés, c'est mis tout à fait au bas. Par ailleurs, compte tenu des travaux d'aménagement imminents sur ce site pour la construction d'un nouveau temple, le présent contrat de bail peut être résilié à tout moment avant son expiration. Ça, c'est une mention qui est très importante. Est-ce que vous avez fait attention? Non, je n'ai pas fait attention. Et puis vous avez signé? Oui, parce que pour moi... C'est une opportunité. C'est une opportunité. Et puis bon, je me dis, vu la beauté de ce cadre, même si le diable se réveillait, il ne pourra pas vouloir détruire cet endroit. Et pourtant, les textes, ce sont les textes. Oui, bon, je suis partie sur la réalité. Je me dis... Vous avez dit c'est une opportunité, il faut saisir l'instant, il faut signer rapidement et puis commencer à gagner de l'argent. Voilà, c'est une erreur que vous avez faite. On va en tirer la leçon juste après la petite coupure commerciale sur RTI1. Nous sommes en direct, merci de nous suivre. C'est midi, on revient. Les premiers gestes du matin sont essentiels pour bien démarrer la journée. L'eau minérale naturelle Assini participe à votre équilibre et vous maintient en pleine forme. Assini fait partie de vos moments de partage avec vos amis. Assini partage vos instants de complicité en famille. Au sport, au bureau, entre amis ou en famille, l'eau minérale naturelle Assini est présente et partage vos instants de vie. Un produit NBC. Nous sommes de retour pour la seconde partie de cette émission. Merci à tous et à toutes à la maison de nous suivre. C'est midi, chaque jour des histoires inspirantes. C'est le cas d'ailleurs ce mardi, celle de Kofi Sophie, une Ivoirienne battante qui a exploité pendant 10 ans un espace commercial, c'est-à-dire un restaurant. Et elle a été sommée à travers une lettre depuis 6 mois maintenant de déguerpir. Il ne lui reste plus que 24 heures pour le faire. Elle a choisi ce moment-là pour venir partager son histoire avec nous sur le plateau de C'est midi. On va en tirer toutes les leçons ensemble. Alors, Madame Kofi Sophie, nous allons prendre quelques questions parce que il y a énormément d'attention sur les réseaux sociaux eu égard à votre cas. Nous allons nous adresser maintenant à notre cher Paulus Agathon. Alors Jean-Michel, c'est beaucoup de messages d'encouragement qui parviennent sur la page Facebook C'est midi. Et en termes de questions, j'ai le message de Kwame Maximin qui dit qu'est-ce que vous avez fait depuis tout ce temps, donc depuis le 30 septembre, pour essayer d'éviter les 24 heures noires qui s'annoncent pour votre business? Et comme je le disais, nous avons également des messages d'encouragement. Donc Isaac Anne Corée, voilà, qui dit je suis triste, peiné et vraiment désolé pour l'invité. À travers sa façon même de parler, on peut sentir une grande déception, mais il faut beaucoup de courage. Alors, Madame Kofi Sophie, vous avez eu 6 mois pour quitter les lieux.
Il ne vous reste plus que 24 heures, enfin depuis la lettre que vous avez reçue. Qu'est-ce que vous avez fait depuis tout ce temps-là pour vous-même, pour votre restaurant? Bon, à la nouvelle, je n'ai pas cru. J'ai demandé à mon avocat qu'est-ce qu'on fait. Parce que moi, je ne suis pas du droit. Je précise que vous avez pris un avocat depuis 2 ans, c'est-à-dire 8 ans après la signature de votre contrat de bail. Oui. D'accord. Et donc, j'ai essayé de rencontrer le bailleur pour dire qu'est-ce qu'on peut faire. Vous avez 2500 mètres carrés. Moi, je n'occupe que 400 mètres carrés. Et surtout que c'est un endroit emblématique. Est-ce que vous ne pouvez pas trouver une formule, même ne serait-ce me vendre pour ne pas qu'on paye l'histoire? Ils n'ont pas voulu me rencontrer encore. J'ai fait tout. Pour l'instant, non. Vous avez tenté la négociation, mais à aucun moment pu rencontrer le bailleur. Oui, Cassandra, votre question? Donc là, on est dans une situation imminente, d'accord. Est-ce que là, vous avez déjà anticipé pour avoir un petit local, histoire de pouvoir continuer à travailler? Parce que là, ils ont raison, ils vous ont prévenu dans le contrat. Là, c'est vous qui n'avez pas lu. Est-ce que là, vous avez une petite solution pour pouvoir rentrer quelque part, pour pouvoir anticiper? Et est-ce qu'il y a des économies pour rebondir depuis les 10 ans? Il faut être du domaine, il faut être hôtelière pour savoir ce qu'on vit. Surtout après la crise, ceux qui ont plus souffert, c'est les hôteliers. Nous, on a été obligés de fermer. Et surtout en 2015, j'ai fermé. J'ai fait venir du nouveau matériel. J'ai contacté le bailleur pour dire que ça ne marche pas. C'est pour ça que j'ai des difficultés. Je vais arranger pour mieux rentabiliser. D'accord. Alors, sur les faits, quand vous dites que vous n'arrivez pas à contacter le bailleur ou échanger avec lui pour pousser la négociation, ça voudrait dire quoi? Lorsque vous appelez le bailleur, il est indisponible? Traduisez-nous précisément comment ça se passe. D'abord, ou il refuse? Vous l'avez au téléphone, il refuse de vous rencontrer? Oui, ils sont en train de conduire, on arrive. Ou même pour payer le loyer, il faut peut-être envoyer un huissier pour dire, bon, venez, prenez, bon, c'est vraiment la difficulté. Mais quand vous n'arrivez pas à joindre le bailleur, maintenant qui vient vous dire que vous devez quitter dans 24 heures? C'est le bailleur même qui est venu ou il ne sait pas comment il s'est rencontré? Un courrier. Oui. Un courrier qui a été porté par qui? Par un huissier? Oui, porté par un membre de l'église pour venir déposer. D'accord. Alors, vous avez un avocat. Qu'est-ce que votre avocat a entrepris comme démarche et qu'est-ce qu'il vous a dit face à la situation que vous traversez aujourd'hui? L'avocat dit normalement, ce n'est pas comme ça se fait. Normalement, s'il y a une situation, il devait chercher à me voir, on allait s'asseoir et puis trouver une formule, soit on ne fait pas comme ça. Lui, il a été très catégorique. Il dit non, si vous êtes en location, c'est la loi de l'OADA qui vous a installé. Et donc, on fait recours à cette même loi de l'OADA pour voir, parce que la loi n'est pas seulement pour eux, c'est pour les deux parties. Donc, c'est pas, lui, il dit que c'est pas, il y a une injustice, que c'est pas juste. Lui, il était très ferme là-dessus. D'accord. Mais ce que je voulais dire, si l'avocat, lui, c'est un homme de droit, lui maîtrise bien tout ce qui est au contraire. La partie que Jean-Michel a lu, que d'un moment à l'autre, on peut vous déguerpir. Lui aussi, lui n'a pas lu la partie là aussi. Normalement, il devait lire la partie et puis aller vers eux, anticiper pour dire, ah, il y a eu une erreur ici. Non, ce n'est pas une erreur, ce sont les clauses d'un accord. Votre question, elle est belle, mais le problème avec notre cher... c'est pas normal. Pardon, docteur Philo, le problème avec notre cher invité témoin, c'est que l'avocat, il a été pris il y a 2 ans. Donc le contrat avait été signé 8 ans avant. Tout ce qu'il peut faire, c'est peut-être de lui donner des conseils pour trouver une issue de recours, mais on ne peut pas revenir, la loi n'est pas rétroactive dans ce genre de situation. Maintenant, oui, pardon Cassandra. Alors, à cette étape, la négociation étant impossible, ne vous restant plus que 24 heures, est-ce que vous avez, avec votre avocat, peut-être réussi à négocier pour vous accorder sur une indemnité d'éviction? Parce qu'on ne peut, visiblement, on ne peut plus rien faire, vous devez quitter les lieux. Oui, si, normalement, si, par exemple, comme la bâche bleue, l'État veut enlever la bâche bleue. Non, on dit pas ça. Je voudrais qu'on reste sur votre cas. Si on doit déguerpir, ou si on doit aller à une indemnité d'éviction. Oui. Est-ce qu'avec votre avocat, vous avez négocié pour une indemnité d'éviction? Il n'y a pas de communication dans ce sens, bien qu'il ait envie d'y arriver, il a envie qu'on parle d'indemnité, il a envie il a fait un courrier pour dire si on peut trouver
un terrain d'attente, on peut trouver... Votre avocat a fait un courrier au bailleur? Oui, pour dire est-ce qu'on peut échanger dans ce sens, pour trouver une formule, pour ne pas qu'on ait à avoir des conflits au niveau... Donc, ok. C'est compris. Donc la menace aujourd'hui, c'est que c'est la démolition des lieux, des installations, c'est bien ça? Oui. Au-delà du déguerpissement. Ok. Alors, donc, une chose est sûre, c'est que selon la loi ivoirienne, pour démolir, il faut une décision de justice. Oui, il faut une décision de donc, justice. tout ce qui vous reste à faire, visiblement, c'est de continuer. Est-ce que vous êtes en règle sur l'aspect du paiement de votre loyer? Oui. Vous êtes en règle? Oui. Parfaitement en règle, d'accord. Je pense que nous, notre idée en vous recevant aujourd'hui, ce n'est pas de faire le procès d'une des parties. C'est franchement d'écouter votre histoire et de permettre, parce que c'est le service public, nous sommes le service public, et notre mission, c'est franchement de créer des programmes qui peuvent servir à l'intérêt de tous. Donc, que tous ceux qui nous regardent puissent en tirer des leçons. Alors, ce qu'il vous reste à faire... Merci beaucoup. Merci beaucoup, mon cher Anassé. Alors, les leçons qu'on va tirer. Déjà, vous, ce qu'il vous reste à faire, visiblement, c'est d'observer la situation, voilà, avec votre avocat. Et je pense qu'il saura, en tant qu'expert, vous accompagner pour la suite. Mais nous retiendrons qu'avant de signer un contrat, comme c'est bien le cas dans une affaire comme celle qui vous concerne, avant de signer un contrat de bail, mesdames et messieurs, prenez le temps de bien le lire. Si vous n'êtes pas sûr de pouvoir en faire une bonne interprétation, accordez-vous les services d'un huissier ou d'un avocat pour vous aider à en faire une... Parce que si vous a manqué, vous n'aviez pas un homme de droit à vos côtés pour vous aider à lire ce contrat et à faire attention au sens de chacune des clauses. Et deuxièmement, je pense que lorsqu'on développe une affaire, ça, ce sont des cours qu'on donne parfois en économie dans les grandes écoles, il y a ce qu'on appelle la loi de la multiplication. C'est-à-dire, lorsque vous faites une affaire, il faut songer à partir de ce que vous gagnez dans votre affaire, à produire une autre affaire. Parce que plus vous produisez des affaires, vous vous mettez en sécurité au cas où l'une de vos affaires est touchée, ou touche le fond, ou bas de l'aile. Donc, je pense que si vous aviez, ce n'est pas un reproche qu'on vous fait, ce sont des leçons qu'on tire, si vous aviez eu peut-être l'idée, lorsque vous fonctionnez avec ce restaurant, de développer d'autres affaires parallèles, ça vous aurait permis dans la situation actuelle, parce que Cassandra vous a posé la question, est-ce que vous avez des économies? Vous avez dit non. Ça vous aurait permis d'avoir un peu d'argent grâce à ces entrées-là pour faire face aux challenges du quotidien. Mais là, vous êtes vraiment coincé parce que vous n'y avez pas pensé. Ça, c'est la deuxième leçon qu'on tire. Donc, diversifier nos activités, c'est très important. Après, merci d'avoir tout de même, parce que le temps nous presse, eu le courage de venir partager votre histoire sur le plateau de ce midi. Un mot. Et nous allons maintenant nous adresser à notre cher doyen. Doyen, vous avez écouté religieusement l'histoire de Sophie, bel exemple de combativité, de persévérance, un bel esprit d'initiative, et qui pourtant, à un moment donné, a peut-être manqué de vigilance au point de se retrouver aujourd'hui dans un cas complexe. Votre opinion, on la récupère en quelques minutes, juste après ça. Kassi Kouadio, c'est la minute du doyen. Moi, j'ai appris comme ça qu'il y a une expression que j'ai entendue dans ce sens-là, qui dit « No pitié in business ». Ah oui. Ça veut dire qu'en business, il n'y a pas de pitié. Chacun tire la couverture de son côté. Je voudrais savoir, est-ce que vous avez fait une étude de votre projet avant de l'asseoir? C'est ce qu'on appelle le business plan. Le projet, non, l'étude même du projet de restauration. Ça s'appelle un business plan. Pour aller prendre la location, pour aller prendre le local et puis vous implanter pour faire votre restaurant. Est-ce que vous avez pris soin de faire une étude de projet? Non. Vous ne l'avez pas fait? À l'époque, je ne l'avais pas fait. Ben, si, quand on veut sortir de l'informel, il faut bien faire. Il faut sortir de l'informel de la bonne manière. Il fallait faire une étude de projet. Il y a un aspect de l'étude de projet qui parle de sensibilité du projet. On aurait pu prévoir ça et cerner tous les contours pour même que ce qui vous arrive ne vous arrive pas. Ça, c'est un. Deux, quand vous signez un contrat d'affaires, en affaires, il n'y a pas pitié. Chacun défend ses intérêts. Donc, quand vous signez un contrat d'affaires, il faut toujours demander l'avis de votre avocat. Ensuite? Si vous ne pouvez pas, vous n'avez pas d'avocat, alors vous pouvez demander au moins conseil auprès d'un homme de droit pour pouvoir éviter certaines erreurs, certains pièges. Mais maintenant, tout est déjà fait. Alors le conseil qu'on peut vous donner, moi je peux vous donner, c'est de rester tranquille, calme, payer le loyer régulièrement et attendre voir ce qui va se passer.
C'est demain. Voilà, merci beaucoup, cher doyen. Des applaudissements pour notre... Voilà, Sophie Sophie. Il n'y a pas de raison de désespérer. Voilà, je pense je crois que dans le cas qui vous concerne, avec votre avocat, vous trouverez les moyens d'être indemnisé suite à cette éviction qui guette. Merci d'être venu nous voir sur le plateau de ce midi. Vous nous avez servi à beaucoup de choses tout de même. Et nous vous raccompagnons en vous apportant tous les encouragements possibles. Malheureusement, le temps ne nous permettra pas de continuer. Merci beaucoup. Merci infiniment. Voilà, nous allons devoir... Pardon. Je voulais plaider pardon. Puisque le doyen l'a dit, je demande pardon pour que la négociation est... D'accord. Qu'on ait pitié de moi. Il n'y a pas de souci. De toute façon, on espère nous aussi. On a bon espoir. Merci beaucoup. Allez, la suite de cette émission, mesdames et messieurs.